Bonjour à vous tous, mon nom est José Blum. Je suis jeune retraité de Goodyear, Luxembourg, ancien directeur de la LaxTire et très enchanté que vous assistez à cette présentation, cette petite présentation. Je vais commencer et j'ai assisté partiellement à la présentation précédente d'Andrew Hall du groupe Foyer. Et dans un certain sens, je risque peut-être que de répéter ce qu'il a déjà assez largement expliqué. Je dirais la base du programme chez Goodyear et je dirais l'approche Goodyear est une réponse au même problème que Andrew a expliqué pour le groupe Foyer. La raison de mon intervention d'aujourd'hui, une citation probablement, je doute que je l'ai inventée moi-même, que j'ai fait lors de l'audit quand Goodyear LaxTire a été candidat pour le prix de la qualité en 2019. On m'avait demandé à ce moment-là pourquoi est-ce que vous avez commencé ce programme-là, pourquoi vous avez lancé cette initiative. Et j'ai indiqué à ce moment-là que, effectivement, dans un groupe fortement manuel, où on fait encore beaucoup de travail manuel, comme chez Goodyear, nous payons nos salariés manuels assez bien, 3, 4 fois, même 5 000 euros par mois, pour un travail assez manuel, où ils doivent se déplacer avec leurs jambes et leurs pieds, et beaucoup du travail est fait avec leurs mains. On a reconnu seulement, je dirais assez récemment, que pour le même argent, on pourrait avoir aussi l'implication des ouvriers, c'est-à-dire on pourrait effectivement aussi avoir leur tête. Il ne faudrait pas rien payer en plus. Et la raison est, je dirais que vraiment on avait une telle culture où on travaillait que le travail manuel est dû vraiment passer. J'ai assisté encore il y a 20 ans à des discussions entre des supérieurs et des ouvriers où l'ouvrier a dit j'ai pensé et son supérieur lui a répondu tu n'es pas ici pour penser, tu es ici pour travailler. Et ça, c'était la mentalité du groupe, c'est la mentalité aussi d'une organisation dans une usine. Je dirais que le groupe Goodyear a bien compris entre-temps qu'une telle approche ne convient plus. On ne peut plus réussir aujourd'hui avec une telle approche. La raison de cette culture est qu'effectivement, dans une usine comme Goodyear, avec 1500 ouvriers ou 1500 salariés, il y en a 90% des gens qui font principalement des travaux manuels et ils ont une structure hiérarchique au-dessus d'eux qui a en principe la responsabilité de penser et de donner des ordres. Ça, c'est déjà un des problèmes qu'on a du passé, qui vient tout simplement du passé. Deuxièmement, la production en masse et aussi la production en chaîne, elle fait vraiment que les personnes n'ont pas de relation avec le produit, ou je dirais, ont assez souvent très peu de relation avec le produit. Ils n'ont pas le contact direct avec les clients. Donc, ils ont aussi un manque vraiment de responsabilité pour la qualité. Comme toujours, c'est pas pas noir ou blanc, c'est assez mixte. Vous avez des gens qui ont vraiment déjà aujourd'hui ou qui avaient dans le passé une responsabilité pour la qualité, mais vous avez aussi d'autres qui ont eu un écart par rapport à la qualité. Je me rappelle il y a 10-15 ans aussi, ce n'est pas d'aujourd'hui, qu'un collègue qui a indiqué à un autre opérateur, écoute, tu ne peux pas faire le travail comme ça, tu dois bien suivre les procédures. Et l'autre a dit, pourquoi pas, moi je ne roule pas des pneus camions. Donc, il n'avait vraiment pas la responsabilité pour la qualité.
Puis, des organisations comme Goodyear ont aussi développé des tools ou des outils pour mesurer l'implication de leurs ouvriers, mais assez souvent, c'est basé sur des données extrêmement de production. C'est la quantité. La qualité est assez souvent dans une production de masse beaucoup moins facile à mesurer. C'est pourquoi on a assez souvent utilisé que des données de production, c'est-à-dire nombre de pneus, etc. Et puis, quelque chose, je crois qu'on voit en général que l'identification des salariés avec leurs entreprises, elle a diminué. Je dirais qu'un groupe comme Goodyear, en tout cas, il y a 30, 40 ans, les gens étaient extrêmement fiers de travailler pour une telle entreprise. Cette fierté, elle persiste encore aujourd'hui, mais elle a quand même diminué. Et on le voit aussi comme en général dans toute l'économie, les gens changent beaucoup plus facilement d'entreprise, c'est-à-dire cette identification avec la firme, et donc aussi avec la marque et aussi le produit, elle diminue. Et Goodyear a essayé de trouver une réponse à ce défi. Et la réponse de Goodyear est ce qu'on appelle plant optimization. Goodyear est aussi passé par d'autres approches dans le passé. On avait des approches comme TI, CIS, Six Sigma. On avait aussi Lean, mais toutes ces approches ont moins impliqué l'opérateur. Vraiment, les 90% des gens qui travaillent vraiment sur les équipements, qui travaillent sur les machines. On a identifié une approche qui s'appelle donc Plant Optimization, qui est basée principalement sur 5 piliers. Il y en a beaucoup plus d'éléments, mais en raison du temps, je vais me limiter à ces 5 piliers fondamentaux, qui sont le premier, la Workplace Organization, VPO. C'est un nouveau nom pour, je dirais, quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ce qu'on a appelé dans le passé le 5S ou le 6S, mais elle va bien au-delà de ça. Puis DEC, c'est le Daily Equipment Care, et je saute le CSD ici, je vais tout de suite sur RI, Reliability Excellence. Ça rappelle probablement aussi quelques-uns d'entre vous ce qu'on a appelé dans le passé chez Goodyear TPM. Mais de nouveau, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a fait dans le passé. Puis CSD, Continuous Skills Development, où on essaie vraiment d'optimiser les capacités des opérateurs et on prend une tout à fait autre approche que dans le passé. Et puis, la toute dernière, Focused Improvement, ça c'est l'ancien TI ou TIS qu'on a connu déjà dans le passé. L'objectif est vraiment ce que j'ai résumé en bas, c'est de changer la compréhension des salariés, du processus et des équipements et de transformer aussi leur rôle et responsabilité, c'est-à-dire l'opérateur n'est plus qu'un exécuteur de tâches manuelles. C'est vraiment une personne qui est directement impliquée dans son processus. Et naturellement, l'objectif est principalement de leur donner plus de responsabilité dans toute la production. Le tout premier, Workplace Organization, VPO, ça a été dit aussi assez largement dans la présentation avant, ça c'est effectivement, c'est l'opérateur qui est l'expert du processus. Il est l'expert de son environnement de travail. Je l'ai vécu assez souvent dans le passé, après des modifications assez importantes de l'équipement du travail, que les opérateurs qui reviennent après un shutdown, après les vacances de Noël, par exemple, ils nous ont reproché assez souvent, mais pourquoi on ne nous a pas demandé pour le layout de ce nouveau équipement. Donc, vraiment là, on demande les gens
Et si on demande les gens, on crée aussi du ownership, c'est-à-dire vraiment, ils se sont responsables pour leur environnement de travail. Et naturellement, comme j'ai dit, VPO, c'est principalement aussi 5S, 6S. On retire tout ce qui n'est pas nécessaire. Et si on retire tout ce qui n'est pas nécessaire, ben, en même temps, on va naturellement rendre l'environnement de travail plus facile, plus accessible. On va réduire les risques. On va rendre aussi le processus plus visible. On va voir vraiment le flux des matériaux et on va principalement aussi pour les opérateurs rendre leur vie quotidienne beaucoup plus facile parce qu'on va leur aider à retrouver beaucoup plus facilement les outils dont ils ont besoin, mais aussi le matériel dont ils ont besoin. Et quand on le rend plus facile, en même temps, on évite naturellement aussi des erreurs. Et des erreurs qui assez souvent peuvent principalement aussi impacter la qualité. Le DIC, j'aurais dû le combiner avec les ARI, comme j'ai dit, ça c'est principalement ce qu'on appelle le TPM dans le passé, mais ça va au-delà de ce qu'on a fait dans le passé. Ici, à nouveau, on a l'opérateur, c'est lui vraiment qui connaît la machine, hein. C'est lui qui a vraiment le savoir-faire. Assez souvent, le dirigeant d'une équipe, ce qu'on appelle chez Goodyear le group leader, il n'est même pas capable de rouler l'équipement ou de l'utiliser. C'est vraiment que l'opérateur qui a le savoir-faire de l'équipement. En même temps, si on va l'impliquer dans la maintenance de cet équipement, on va aussi de nouveau augmenter sa responsabilité pour l'équipement. Ils vont l'utiliser tout à fait différemment. Eux, ils sont vraiment les experts de l'équipement et eux, ils peuvent aider à l'améliorer. Les opérateurs, assez souvent, leur objectif est vraiment de produire et de produire du bon matériel. Mais assez souvent, des problèmes de fonctionnement de l'équipement leur rendent la vie très, très difficile. Donc, eux, ils vont indiquer, si on les demande, si on les implique dans la maintenance de ces équipements, eux, ils vont indiquer les petits problèmes, ce qu'on appelle chez Goodyear small stops, et ça va leur rendre la vie plus facile et en même temps améliorer aussi la qualité. Le Continuous Skills Development CSD, comme on l'appelle, on a fait de la formation dans le passé, on l'a appelé dans le temps OBT, Objective Based Training. Ce qu'on a changé ici, c'est on a standardisé l'approche de la formation. On fait une formation qui est différemment, on l'appelle, on subdivise les différents éléments de la formation en ce qu'on appelle elementaries, et ça facilite de bien former les gens. L'objectif est aussi d'avoir finalement des opérateurs qui sont capables de former à nouveau d'autres opérateurs. Ça, c'est l'objectif final et on mesure effectivement aussi cette capacité. Et à ce moment-là, on donne aussi plus de valeur à l'opérateur qui voit qu'il est capable de nouveau d'être formateur. En même temps, on va identifier les écarts par rapport à un objectif ou à un certain standard défini et on peut naturellement, comme ça, si on le mesure, quels sont les écarts, on peut aussi les fermer par de la formation supérieure. En même temps, naturellement, ça aide aussi à avoir une plus grande flexibilité dans les équipes. Le monde change. Goodyear, aujourd'hui, ne fait plus des arrêts pendant les temps d'été. Alors, pendant les mois de juin à septembre, vous avez quand même beaucoup de gens, ou la majorité, presque tout le monde, qui veut partir ces 2 ou 3 semaines en vacances. Vous devez remplacer les gens. Et quand vous voulez remplacer, naturellement, vous avez aussi besoin de plus de flexibilité. Les gens doivent être capables de faire beaucoup plus de travail. Et naturellement, cette possibilité aussi de changer de lieu de travail et en même temps de former des autres, elle améliore aussi la satisfaction des salariés. La reliability excellence, je l'ai indiqué,
elle va en principe avec le DEC et on l'indique aussi en bas à la droite qu'effectivement ici vous avez les gens de la maintenance et les ouvriers qui travaillent sur les machines. Ils travaillent là main en main. C'est vraiment là on crée le lien entre les deux. D'abord, l'opérateur, lui, il connaît la machine, il sait où il a les petits problèmes. Il peut l'indiquer aux opérateurs, aux mécaniciens et électriciens, et comme ça, ils peuvent travailler ensemble pour résoudre les problèmes. La fiabilité de l'équipement est beaucoup améliorée avec ça. Je peux vous indiquer de l'ordre de grandeur. On avait chez Goodyear, il y a 3-4 années, l'Axtire, on avait des taux de panne qui allaient jusqu'à 2,5%. Et aujourd'hui, on est plutôt proche de 1,5%. Donc, on a amélioré de 40% en quelques années. C'est vraiment en utilisant cet outil-là, aussi de regarder quelle est la raison fondamentale des breakdowns. On fait des analyses statistiques et on implique toujours les opérateurs et les opérateurs sur les machines. Et le tout dernier, c'est EVAI. C'est aussi ce qui a été expliqué un peu auparavant dans la présentation auparavant. Et ici, on implique vraiment les opérateurs aussi d'améliorer le processus. Comme j'ai indiqué auparavant, dans une usine avec 1500 collaborateurs, vous avez 1400 collaborateurs qui auparavant n'étaient pas impliqués à améliorer le processus. Donc, on a négligé cette capacité, cet outil, ce potentiel. Là, on implique maintenant les opérateurs dans la recherche d'amélioration du processus. Et surtout, ce qu'on essaie aussi, c'est de gagner sur les best practices, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait très, très bien dans un certain secteur, mais pas seulement dans un secteur, mais aussi dans différentes usines. Et on essaye de le copier d'une usine dans une autre. Et ça améliore naturellement le processus de production aussi et réduit surtout les déchets. On a vu avec ça vraiment des réductions de déchets sur les dernières 3 années aussi, qui est l'ordre de grandeur de 30 à 40%. Puis, vous avez dans un environnement de production, de production en masse, comme je l'ai indiqué auparavant, vous avez ce problème effectivement que l'opérateur, il a peu de feedback. Il a peu de feedback sur la qualité de son produit. Respectivement, les informations qu'il reçoit, c'est assez souvent que quantitatif. On lui indique le nombre de pneus produits, mais assez souvent peu d'informations sur effectivement la qualité de sa production. Et là, on a développé des outils standardisés. Ici, vous n'avez qu'une partie où on donne vraiment à l'opérateur des informations très détaillées sur le type de défaut qui a été enregistré sur les pneus produits par lui, mais on lui indique aussi sa performance en termes de qualité par rapport à tous ses collègues. Ici, vous voyez par exemple quelqu'un qui a plutôt une très, très bonne qualité et qui se trouve très, très bien placé par rapport à tous les autres. Ce qui est très, très important, c'est naturellement d'utiliser cet outil pour aider l'opérateur, pour bien comprendre quels sont les soucis qu'on a, de lui donner aussi de la formation. On ne doit pas l'utiliser pour prendre des actions répressives, c'est que pour l'aider, pour l'orienter, pour bien lui donner du feedback. Et les gens, ils demandent ça, et ils ne souhaitent que ça. Ils souhaitent avoir des informations au sujet de sa performance et aussi surtout des informations très, très détaillées. On va là même beaucoup plus loin aujourd'hui déjà, on l'a essayé je dirais depuis 12 mois, c'est même d'utiliser des caméras sur le lieu de travail. Quelque chose qui en général les syndicats ou aussi les opérateurs, ils auraient refusé dans le temps, mais on va là dans une approche de collaboration, c'est-à-dire on suit effectivement les tâches de l'opérateur et quand on voit
des écarts, on voit des problèmes de qualité. À ce moment-là, on peut utiliser la caméra pour voir, mais quel est vraiment le type de défaut qui a été créé quand ce pneu a été produit. Pas à nouveau pour discipliner l'opérateur, mais pour lui aider. Ce qui est très, très important, c'est qu'on ne l'utilise jamais pour des répressions, on l'utilise que, effectivement, pour aider les gens. Et si on le fait dans cette approche, les gens sont extrêmement demandeurs pour ça. Et ça nous a aidé déjà à identifier aussi des écarts dans le processus de production où normalement on aurait dit « Ah, ça c'est la faute de l'opérateur », mais on a bien vu, non, c'est un écart dans la production qui est dû au processus, qui est dû à certaines opérations, mais n'est pas une négligence de l'opérateur. C'est vraiment une approche qui est tout à fait différente, une approche où on travaille main en main et on ne travaille pas comme supérieur et salarié. Et je vous ai mis une dernière slide. Vous allez trouver la citation en français en bas, mais c'est un Allemand, Heinrich Nordhoff, c'est un ancien directeur de VW, qui a indiqué cela. Et je crois que ça, c'est effectivement, c'est très, très vrai. C'est pas seulement la valeur que les gens ont la valeur pour une entreprise, mais c'est effectivement l'état d'esprit dans lequel on travaille ensemble. J'ai travaillé dans plusieurs pays, dont aussi le Luxembourg, et je dois dire qu'effectivement, nous avons une très, très bonne approche dans nos usines, où effectivement, on a direction, salariés, on travaille vraiment ensemble. C'est l'état d'esprit vraiment pour améliorer le produit, pour améliorer le processus de production et gagner ensemble. C'est vraiment, je crois, un grand avantage qu'on a par rapport à beaucoup d'autres usines. La flexibilité, vraiment, c'est on forme des opérateurs sur plusieurs jobs. Effectivement, si une personne est très, très flexible, à ce moment-là aussi, il change de groupe de salaire. Mais en général, ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est plutôt seulement d'assurer que dans une équipe où vous avez 6, 7, 8 différentes tâches, d'assurer que si une tâche n'est pas occupée, parce que la personne, par exemple, n'est pas présente, vous avez toujours quelqu'un d'autre qui peut reprendre le poste et naturellement, surtout aussi, de remplacer les salariés ou les opérateurs sur une certaine tâche pendant les périodes de vacances. Je crois que la majorité des gens qui sont ici en ligne, si vous avez besoin de congés, assez souvent, je dirais, beaucoup d'entre nous n'ont aucun souci de décider peut-être eux-mêmes sur leur congé. Respectivement, ils font une demande et la demande est automatiquement approuvée. Si vous êtes salarié travaillant sur un équipement, c'est tout à fait différent. Je dirais une grande partie de la dissatisfaction dans des équipes de travail est effectivement due au fait qu'on vous refuse le congé. On vous refuse le congé parce que vous êtes le seul à occuper un certain poste. Si vous avez plus de flexibilité dans vos équipes, on peut beaucoup plus facilement accepter votre demande et ça augmente de nouveau aussi la satisfaction des salariés. Avez-vous moins de difficultés pour recruter ou pour garder votre personnel? On a, je dirais, le non-Goodyear, et je dirais aussi, en tout cas aussi les salaires, font encore assez facile d'engager des ouvriers. Par rapport à nos usines sœurs, dans les pays comme l'Allemagne, la France, on voit en général que c'est assez facile encore d'engager au Luxembourg. Mais je dirais aussi c'est dû effectivement, je dirais, à la situation au positionnement de notre usine. Aussi des gens qui viennent de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, le temps assez facile de venir au Luxembourg. Mais en général aussi, je crois la mentalité déjà qui est dans l'usine
et aussi le changement qui est dû à ce programme-là. Il a même encore amélioré effectivement que l'identification des gens avec l'entreprise a augmenté. Et au moins sur les 2-3 dernières années, on a vu que le taux de gens qui changent à nouveau est plutôt bas, très très bas même. Là, cependant, il faut aussi avouer que peut-être Covid, depuis là presque 18 mois, a quand même aussi un impact. Notre usine, notre entreprise marche très très bien. On roule au maximum de la capacité, donc un peu, on a différents éléments. Comment responsabiliser des collaborateurs qui refusent d'être responsables? Ça, c'est tout à fait correct, cette question-là. Je ne crois pas qu'en général, on a des gens qui refusent d'être responsables. Mais on a des gens plus ou moins impliqués. Respectivement, il faut aussi dire que assez souvent, les capacités, la capability, elle est différente. Et là, je crois, la vraie décision se crée au moment où on engage les gens. Goodyear investit beaucoup d'efforts vraiment dans le processus de recrutement, et les gens qui vraiment ont plutôt une distance par rapport au Goodyear, respectivement, ne veulent pas être impliqués, est plutôt très, très bas. Mais je reconnais que ce n'est pas le cas dans toute entreprise. Je vous remercie encore. Donc, merci et bonne journée. Et on va bientôt se voir dans la réunion de questions et réponses.